s'il est des mots et des paroles bienveillantes qui nous aident parfois à surmonter nos douleurs et nos peines, il arrive malheureusement, lorsque la tragédie nous frappe de plein fouet, que ceux-ci ne suffisent plus à nous réconforter. Une famille unie et soudée va en faire l'amère expérience le 24 décembre 1945. Laissez-moi vous raconter la disparition et le Noël tragique des enfants de la famille Soder. L'affaire dont nous allons parler aujourd'hui est tragique au-delà des mots. Le fait qu'elle se soit produite la veille de Noël la rend d'autant plus déchirante. En tant que parent, quelle est la pire chose que vous puissiez imaginer? La mort de votre enfant, bien sûr. Que diriez-vous de perdre 5 de vos enfants en même temps? C'est la tragédie à laquelle ce couple a été confronté en 1945. Certains pensent qu'ils ont péri dans l'incendie. Mais est-ce vraiment le cas? Voici la tragique histoire des enfants de la famille Soder. George et Jenny Soder étaient des immigrants italiens qui vivaient à Fayetteville, en Virginie occidentale. George avait sa propre entreprise de camionnage où il transportait du charbon. Jenny restait à la maison et s'occupait des enfants du couple. Ils étaient 9 à vivre à la maison, âgés de 3 à 23 ans, et un 10e enfant, prénommé Joe, qui était alors en mission dans l'armée. Leur réveillon de Noël en 1945 avait commencé de manière agréable et ordinaire. Cependant, après que les Soder se soient couchés cette veille de Noël, plus rien ne serait comme avant. Cette nuit-là, comme Jenny se le rappelait, les plus jeunes enfants avaient ouvert des jouets que leur sœur aînée Marion leur avait achetés au magasin de seconde main où elle travaillait. Ils voulaient rester debout et jouer avec eux après leur habituel du coucher. Comme c'était une occasion spéciale, leurs parents étaient d'accord. George et Jenny se sont couchés vers 22h30 et ont rappelé à Maurice et Louis de mettre les vaches à l'intérieur, de nourrir les poules, avant d'aller au lit. Puis, vers minuit, Jenny a été réveillée par la sonnerie du téléphone. Elle s'est levée et a répondu à l'appel. Une femme à l'autre bout du fil a demandé à parler à une personne que Jenny ne connaissait pas. Elle a également entendu des rires en arrière-plan. Elle a informé la personne qu'elle avait composé un mauvais numéro, et a raccroché. Elle a remarqué brièvement que les lumières du salon étaient allumées, que sa fille Marion dormait sur le canapé, et que la porte d'entrée n'était pas verrouillée. Elle a supposé que ses autres enfants étaient retournés dans leur chambre. Elle a ensuite fermé les rideaux, éteint les lumières, verrouillé la porte et est retournée se coucher. Mais son sommeil allait bientôt être à nouveau interrompu. Vers 1h du matin, rompant le silence de la veille de Noël, Jenny entendit ce qu'elle décrit comme un bruit sourd et un roulement sur le toit de la maison. Expliquant ce qu'elle pensait avoir entendu comme un rêve, elle se rendormit. Quelques minutes plus tard, elle fut réveillée par une odeur de fumée dans la maison. Elle sauta hors du lit, attrapa sa fille Sylvie de 3 ans qui dormait dans son berceau, réveilla son mari George et sortit de la maison. Alors qu'ils s'enfuyaient, ils crièrent à tous les enfants de sortir, et finalement, Marion, John et George Jr. sortirent tous de la maison à 2 étages qui était maintenant en feu. La famille attendit alors que les 5 autres enfants sortent de la maison, mais personne d'autre n'émergea jamais des flammes. Essayez d'imaginer la terreur à laquelle les Soder ont été confrontés en voyant leur maison brûler, et 5 de leurs enfants toujours portés disparus. George était complètement paniqué, mais essayait de sauver le reste de ses enfants. Il a brisé une fenêtre du rez-de-chaussée avec sa main, ce qui a provoqué un saignement abondant, mais il ne l'a même pas remarqué. Lorsque la fumée et les flammes sont devenues trop intenses pour entrer par là, il est allé chercher l'échelle, qu'il gardait toujours appuyée contre la maison, pour accéder aux chambres à l'étage, mais elle avait disparu. Il a ensuite essayé de puiser de l'eau dans un tonneau de pluie à proximité pour éteindre l'incendie, mais malheureusement l'eau était gelée. Il lui vint cependant une idée. Il conduirait son camion jusqu'à la fenêtre pour pouvoir grimper au 2e étage. Ces 2 camions, qui fonctionnaient bien la veille, ne démarraient plus, inexplicablement. George ne savait pas quoi faire d'autre, son bras saignait abondamment, et sa voix était enrouée à force de crier après ses enfants. Les flammes étaient désormais si violentes que George et Jenny Soder,
ainsi que les 4 autres enfants qui s'étaient échappés, ne pouvaient que regarder les flammes dévorer leur maison. Jenny a déclaré qu'elle continuait à surveiller les fenêtres de la chambre à l'étage, mais qu'elle n'avait jamais vu le visage de ses enfants comme elle s'y attendait. Il n'a fallu que 45 minutes pour que la maison des Soder s'effondre complètement. 5 des enfants sont portés disparus après l'incendie: Maurice, 14 ans, Martha, 12 ans, Louis, 9 ans, Jenny, 8 ans, et Betty, 5 ans. Lorsqu'ils ont découvert l'incendie, les Soder avaient bien essayé d'appeler les pompiers, mais étrangement leur téléphone ne fonctionnait pas. Leurs voisins avaient également essayé d'appeler les pompiers pour obtenir de l'aide, mais ils n'ont reçu aucune réponse. Un passant s'est rendu en ville pour trouver le chef des pompiers et l'alerter. Il n'y avait apparemment pas de sirène à la caserne, ce qui signifie que les pompiers volontaires ont dû être alertés par téléphone, un par un. Bien qu'ils aient été informés de l'incendie vers 1h du matin, ils ne sont arrivés sur les lieux que 7 heures plus tard, vers 8 heures. Les pompiers ont mis tellement de temps à arriver sur les lieux, que le feu s'était presque éteint tout seul à leur arrivée. Lorsqu'ils ont pu commencer à fouiller les décombres en toute sécurité, leur objectif principal était de trouver les restes des 5 enfants Soder, qui auraient péri à l'intérieur. Ce qu'ils ont trouvé, ou plus important encore, ne trouveront pas, est toujours déconcertant et défie toute explication près de 80 ans plus tard. Aucun reste n'a été retrouvé dans l'incendie. Pas de crâne, ni rien qui puisse être identifié, comme des os, ou des restes humains. Comme c'était le jour de Noël, ils ont fait une recherche préliminaire, et ont dit à George Soder de laisser les lieux tranquilles, et qu'il reviendrait bientôt pour faire des recherches plus approfondies. Cependant, George n'a pas voulu écouter leurs instructions, il ne voulait pas rester là, sans rien faire. Le père en deuil avait d'abord pensé que les restes de ses enfants se trouvaient sur les lieux de l'incendie. Seulement 4 jours après l'incendie, il a rasé au bulldozer ce qui restait de la maison. Il a ensuite rempli le sous-sol avec 1,5 mètre de terre, là où la maison se trouvait quelques jours auparavant, pour la niveler. Il avait l'intention d'en faire un jardin commémoratif pour ses enfants disparus. Mais ces actions, bien que naturellement dues au chagrin, rendraient beaucoup plus difficile la conduite d'une recherche approfondie des restes de ses enfants, et se révéleraient préjudiciables à l'enquête. D'après ce qu'ils ont pu constater, les pompiers de Fayetteville ont déclaré que l'incendie était d'origine électrique. Les Soder ont contesté cette théorie dès le début, car ils ont certifié que les lumières étaient allumées au début de l'incendie. On pensait également que leur téléphone ne fonctionnait pas à cause de l'incendie, mais après une inspection plus approfondie, il s'est avéré que les lignes téléphoniques avaient été intentionnellement coupées. Les lignes téléphoniques se trouvaient à 4 mètres du sol, et quelqu'un aurait dû utiliser une échelle pour y accéder. Est-ce la raison pour laquelle l'échelle des Soder n'était pas là, où elle était habituellement rangée? L'échelle aurait finalement été retrouvée après l'extinction de l'incendie dans un talus voisin. De plus, concernant le bruit sourd, que Jenny a entendu sur le toit, le flot est de rigueur. Selon une source non vérifiée, la jeune Sylvie aurait trouvé un objet ressemblant à un ananas dans la cour. Toujours selon cette source, cela aurait très bien pu être une grenade ou un engin incendiaire. L'armée aurait même vérifié cet objet. Cette information n'a pas pu être recoupée. Il y avait eu quelques événements notables et troublants chez les Soder, dans les mois qui ont précédé l'incendie. Tout d'abord, Fayetteville comptait une forte population d'immigrants italiens, et les Soder étaient pour la plupart bien considérés. Cependant, George Soder était très franc dans ses opinions et ses remarques, contre le dictateur italien Benito Mussolini. Il n'était pas rare de le voir en conflit avec des partisans de Mussolini. Cela a semblé mettre en colère une partie de la communauté italienne, et certains ont avancé que l'incendie était peut-être une sorte de représailles. Également, un homme qui cherchait du travail s'est présenté chez George Soder, et voyant les boîtes à fusibles en mauvais état, lui a fait remarquer qu'elles provoqueraient un jour un incendie. George Soder n'a pas prêté attention à cet avertissement, car il venait de faire vérifier le câblage par la compagnie d'électricité locale, et celle-ci lui avait déclaré que tout était sûr. Les fils aînés des Soder, ainsi que la mère, se souviennent également d'un homme inconnu, garant sa voiture près de la route presque tous les jours, dans les mois qui ont précédé la tragédie, se contentant d'observer les enfants.
Jenny n'y a pas prêté attention sur le moment, cependant, compte tenu de tout ce qui s'est passé par la suite, elle s'est dit que peut-être cet homme était lié à la tragédie. Un autre événement très troublant et déroutant s'est produit la nuit même où la maison des Soder a été incendiée. Un vol a eu lieu sur la propriété à peu près au même moment. Il n'en a été question que dans quelques articles de journaux, donc les informations sont quelque peu limitées. Des témoins ont déclaré que 2 hommes ont été vus en train de voler du matériel dans la propriété des Soder cette nuit-là. On rapporte qu'un seul des 2 hommes impliqués a été inculpé, Lonnie Johnson. Il a plaidé coupable de vol et a reçu une petite amende. On dit aussi qu'il a témoigné lors de l'enquête du coroner, qu'il était l'un de ceux qui ont coupé les lignes téléphoniques avec des pinces, il pensait d'ailleurs qu'il coupait plutôt les lignes électriques. Il semble y avoir tellement de questions sans réponse à propos de cet incident. Le vol était-il planifié à l'avance, et Lonnie Johnson aurait-il pu mettre le feu à la maison pour faire diversion? Était-il simplement un voleur et un opportuniste qui pensait qu'avec tout le chaos qui régnait sur les lieux de l'incendie, ce serait un coup facile? Cependant, s'il a bien coupé les lignes téléphoniques après que Jenny Soder ait reçu un appel téléphonique au mauvais numéro, vers minuit, mais avant le début de l'incendie, comme cela semble être le cas, il est possible qu'il ait été sur les lieux au moment même où l'incendie a commencé. Après avoir parlé du vol et de Lonnie Johnson, je vais maintenant parler d'une autre théorie, qui à mon avis, est la plus plausible de ce mystère. Il s'agit d'un homme qui s'appellerait Fiorenzo Genatoli. Je tiens juste à préciser que je ne suis pas tout à fait certain de l'orthographe et de la prononciation du nom que je viens de citer. C'était un membre éminent de la communauté de Fayetteville, pour lequel George Soder avait travaillé jusqu'à leur séparation en 1943, 2 ans seulement avant l'incendie. D'après ce que l'on sait, Genatoli avait co-signé une police d'assurance habitation de 1 500 $ pour la maison des Soder, et l'avait récemment augmentée à 1 750 $ sans que les Soder le sachent. 2 mois avant l'incendie, Genatoli avait exhorté les Soder à souscrire une assurance vie pour leurs enfants. Lorsqu'ils ont refusé, Genatoli se serait mis en colère et aurait menacé de faire disparaître leurs enfants et leur maison en fumée. Il aurait également dit à George Soder qu'il allait payer pour les remarques grossières qu'il avait faites à propos de Mussolini. Selon les Soder, Genatoli n'a jamais été interrogé par les autorités, apparemment en raison de son statut dans la communauté. Fiorenzo Genatoli aurait même été le président de l'enquête du coroner, qui a conclu que l'incendie de la maison était accidentel. Une autre information notable à ce sujet est que Lonnie Johnson a ensuite été interrogé par un détective privé, engagé par les Soder, au sujet du vol. Johnson a déclaré qu'il était sacrément fatigué de porter le chapeau pour ces gens à Fayetteville. Il a ensuite nié avoir fait cette déclaration. Est-il possible que Lonnie Johnson et Fiorenzo Genatoli se connaissaient et aient même travaillé ensemble? Comme c'est souvent le cas dans ce genre de disparition, les enfants Soder ont été aperçus à de nombreuses reprises dans les premières années qui ont suivi l'incendie. La grande majorité de ces observations se sont révélées fausses. Une femme affirme avoir vu, alors que l'incendie faisait rage, une voiture passer avec les enfants à l'intérieur. Une autre femme, qui exploitait un lieu touristique entre Fayetteville et Charleston, en Virginie-Occidentale, a affirmé avoir vu les enfants le lendemain matin de l'incendie, et leur avoir servi le petit déjeuner. Une employée d'un hôtel de Charleston a vu les photos des enfants dans le journal, et a affirmé en avoir vu 4 sur 5 une semaine après l'incendie. Elle a déclaré qu'ils étaient accompagnés de 2 hommes et de 2 femmes, tous italiens, et qu'ils étaient tous logés dans une grande chambre avec plusieurs lits. Ils se sont enregistrés à minuit, et lorsque l'employé a essayé de parler aux enfants de manière amicale, les hommes se sont montrés hostiles, et ont dit quelque chose aux clients de l'hôtel en italien, puis ils ont refusé de continuer à lui parler. Il y a également eu des observations à Cortez, en Floride, et même une information selon laquelle Martha se trouvait dans un couvent au Texas. Aucune de ces observations ne semble cependant crédible. En 1952, dans le but de garder vivante l'histoire de leurs enfants, George Soder acheta un panneau d'affichage, et le plaça sur le lieu de l'incendie. Le panneau était immense, et présentait les visages de leurs 5 enfants disparus, ainsi qu'une récompense. Les photos du panneau indiquaient 5 000 et 10 000 $ pour toute information.
Il a certainement permis d'attirer l'attention nécessaire sur cette mystérieuse disparition. Cependant, le panneau n'a pas semblé donner d'indices substantiels dans l'affaire. Les Soder ont travaillé sans relâche pendant des années, pour essayer de retrouver leurs enfants. Ils étaient désormais convaincus qu'ils avaient été kidnappés, et qu'ils n'avaient pas péri dans l'incendie. Chaque fois qu'il y avait une piste, George se rendait n'importe où dans le pays pour la vérifier. Quelques années plus tard, George Soder a vu une photo dans un journal montrant des enfants à New York. George était convaincu que l'une des écolières était sa fille Betty. Il s'est rendu à New York pour vérifier cette piste potentielle, mais on lui a tout simplement refusé l'opportunité de rencontrer la fille en question. Les parents ne pouvaient tout simplement pas accepter que leurs enfants aient péri dans l'incendie, car ils étaient certains qu'on aurait retrouvé des restes. Jenny Soder a même fait ses propres expériences pour étayer cette théorie. Elle brûlait des os d'animaux pour voir si le feu les consumerait. Ce n'était pas le cas, les os restaient intacts. Les Soder ont également déclaré que des restes d'appareils électroménagers avaient été laissés sur les lieux de l'incendie, et étaient toujours identifiables, donc des restes humains auraient dû être retrouvés. Ils ont parlé à un employé d'un crématorium, qui leur a dit qu'après que les corps aient été brûlés à 2000 degrés pendant 2 heures, il restait des os. Rien dans le fait que les enfants aient complètement brûlé dans l'incendie, n'avait de sens pour les Soder. En 1949, 4 ans après ce terrible incendie, une nouvelle recherche plus approfondie fut menée sur le site. Un pathologiste réputé, Oscar Hunter, fut chargé de superviser les fouilles. Après une recherche exhaustive, 4 ossements humains furent découverts sur les lieux. Ces restes furent transportés au Smithsonian Institute. Il s'avéra qu'il s'agissait de restes humains provenant des vertèbres lombaires, qui appartenaient à une personne âgée de 16 à 22 ans. Le plus âgé des enfants Soder avait 14 ans. Les analyses ont prouvé de façon formelle qu'il ne pouvait pas s'agir d'une personne aussi jeune. De plus, ces ossements ne semblaient pas avoir été exposés au feu. On spéculait que ces restes auraient pu être là bien avant l'incendie. On s'acheminait donc vers une autre impasse. En 1968, 23 ans après l'incendie, une nouvelle piste est apparue. Jenny Soder a reçu une enveloppe, apparemment non scellée, sans adresse de retour, avec un cachet postal de Central City. Il s'agissait d'une photo d'un jeune homme, qui ressemblait beaucoup à une version adulte de Louis Soder, qui avait 9 ans au moment de l'incendie. Au dos de la photo, il était écrit ceci. Louis Soder, j'aime mon frère Frankie. Petit garçon, à 90 132, ou 35. La ressemblance avec leur petit Louis a convaincu les Soder que leurs enfants étaient vivants et se trouvaient quelque part aux États-Unis. Ils ont même accroché une version agrandie de la photo au-dessus de leur cheminée. Les Soder ont engagé un détective privé, lui ont donné $100 pour se rendre dans le Kentucky, pour essayer de retrouver Louis, mais ils n'ont plus jamais eu de nouvelles du détective privé. À cette époque, George Soder, dont la santé déclinait, mais qui était toujours déterminé à retrouver ses enfants, se rendit avec son gendre à Central City, dans le Kentucky. Apparemment, personne n'avait entendu parler de Louis Soder. À cette époque, il avait déclaré ce qu'il pensait de ses enfants et de leurs recherches. Le temps presse pour nous, s'ils sont morts dans l'incendie, nous voulons en être convaincus. Sinon, nous voulons savoir ce qui leur est arrivé. Il mourut l'année suivante d'un cancer, en 1969. Jenny Soder dira plus tard qu'elle pensait que toutes ses recherches pour retrouver ses enfants avaient raccourci la vie de son mari. Jenny Soder a continué à se battre pour trouver des réponses. Elle a érigé une clôture autour de sa propriété et a ajouté des pièces à sa maison. En signe de deuil, elle a également continué à s'habiller en noir, comme elle le faisait depuis l'incendie, cette fameuse veille de Noël. En 1976, elle a décidé de mettre à jour le panneau d'affichage des enfants et a engagé quelqu'un pour le peindre. Elle a également ajouté la photo qu'elle avait reçue par courrier, photo qui prétendait être celle de Louis Soder adulte. Malheureusement, quelques mois après que le panneau ait été remis à neuf, des vandales n'ont rien trouvé de mieux que s'exercer au tir sur celui-ci. Jenny est décédée en 1989, sans aucune réponse, et peu de temps après, le panneau d'affichage a été retiré.
cela n'a pas empêché ses autres enfants et petits-enfants de continuer à chercher la vérité sur ce qui s'était passé ce jour d'hiver de 1945. Même si je n'ai pas la solution à ce mystère, j'aimerais tout de même vous donner mon ressenti sur cette affaire. Je crois qu'il est tout simplement incroyable qu'il n'y ait eu aucun reste de 5 corps, après un incendie qui n'a semblé brûler que pendant une courte période. Cependant, il existerait un rapport de police qui pourrait expliquer cela. Le conditionnel reste toutefois de mise. Pour être honnête, je n'ai trouvé aucune trace de ce rapport. Apparemment, George Soder stockait du charbon, ainsi que des bidons de 200 litres d'essence, dans son sous-sol. En effet, George utilisait son sous-sol comme garage, d'où la présence de ce carburant. La présence de ces deux éléments ne pouvait qu'intensifier la chaleur du feu, et expliquerait pourquoi la maison a brûlé en seulement 45 minutes. De même, lorsque George a recouvert les braises de terre, il a créé sans le savoir, un four qui accélérerait le processus de crémation. Je suis cependant certain que l'incendie de la maison était un acte criminel. Les lignes téléphoniques coupées, le vol pendant l'incendie, l'échelle enlevée, le bruit sourd sur le toit, et peut-être même les camions qui ne démarraient pas, tout indique que cela était délibéré. Quant à répondre au pourquoi de cet acte criminel, je crois que nous ne le saurons jamais. Il pourrait s'agir de n'importe quoi, depuis des représailles pour des remarques anti-Mussolini, jusqu'à une distraction pendant un vol, en passant par un ancien patron cherchant à se venger, et voulant toucher une indemnité d'assurance. Ou il pourrait même s'agir d'autre chose qui n'a jamais été révélée. Il est toujours étonnant que quelques dizaines d'années plus tard, il y ait toujours autant de questions dans cette affaire. Aucun indice réel, aucune possible correspondance crédible pour les enfants Soder n'a jamais fait surface. Il semble donc que cette affaire restera à jamais un mystère. Techniquement, les enfants Soder sont toujours des personnes disparues, car on ne sait pas ce qui leur est arrivé après l'incendie. Ont-ils été enlevés dans le but de les mettre en sécurité? Ont-ils été kidnappés en représailles contre les parents pour les remarques anti-Mussolini de George, des problèmes avec un ancien patron, ou un autre problème inconnu? Ou sont-ils morts tragiquement la veille de Noël, leurs restes complètement incinérés à cause de l'incendie de la maison, aggravé par la possible combustion de gaz et de charbon dans le sous-sol? Une chose est sûre cependant. Cette nuit-là, George et Jenny ont vécu ce qu'il y a de plus terrible pour des parents, perdre leurs enfants. Le cas de ces 5 enfants qui ont disparu la veille de Noël reste troublant et constitue un mystère qui résiste à l'épreuve du temps. Les Soder ne savaient pas s'ils devaient rechercher leurs enfants ou les pleurer, mais ils ont fini par faire les deux.